Nous découvrons alors que toute la philosophie est comme suspendue entre deux grandes paroles célèbres correspondant respectivement à ces deux objets. L'une de ces paroles est de Cicéron, je cite, « Toute la vie des philosophes est un commentaire de la mort ». L'autre est de Spinoza, je cite, « L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie ». C'est le différend de Cicéron et de Spinoza. Devant les deux thèses en présence, comme toujours en philosophie, la question prioritaire est de déterminer quel est le problème resté informulé auquel elle propose une solution. Nous devons rappeler d'abord que les muses ont, selon la mythologie, un conducteur appelé le musagète, ce qui nous permet de comprendre le problème expressément posé par Villemain dans son essai sur la signification de la mort. Il s'agit de savoir si la fonction du musagète de la philosophie doit être accordée à la mort ou à la vie. Sur ce problème, un troisième intervenant est Montaigne. Son intérêt principal dans ce débat, c'est que sa position a varié, de sorte que nous devons distinguer entre un premier Montaigne et un second. Montaigne a commencé par adopter la position de Cicéron, puis il a soumis à une critique où il se rapproche de Spinoza. Dans le livre 1 des Essais, Montaigne donne à la thèse de Cicéron sa frappe classique. Je cite, « Philosopher, c'est apprendre à mourir ». Par ailleurs, Montaigne ajoute « Qui apprendrait les hommes à mourir, leur apprendrait à vivre ». Cette proposition semble annuler d'avance l'opposition que Spinoza tracera entre une philosophie motivée par la mort et une philosophie vouée à la vie. Mais dans le livre 3, le second Montaigne exerce son ironie sur l'idée même d'apprendre à mourir, en remarquant que sur ce chapitre, chacun parvient finalement à se débrouiller sans avoir jamais rien eu à apprendre. Je cite Montaigne, « Si vous ne savez pas mourir, ne vous chaille. Nature vous en informera sur le champ, pleinement et suffisamment. Elle fera exactement cette besogne pour vous. » Mais alors, si tout le monde sait mourir ou finit par savoir, que pouvait bien signifier apprendre à mourir? En réponse à cette question, le premier Montaigne posait une équation, apprendre à mourir égale apprendre à ne craindre point à mourir. Or, Spinoza déclare dans la démonstration de sa thèse, l'homme libre, c'est-à-dire qui vit selon le seul commandement de la raison, n'est pas conduit par la crainte de la mort, mais désire le bien directement. Ainsi, on pourrait croire que l'opposition apparente entre les deux perspectives recouvre un accord sur les finalités, mais en fait, la convergence est seulement apparente. Pour le premier Montaigne, le but de l'apprentissage était de supprimer la peur de la mort. Selon Spinoza, il s'agit de ne pas être conduit négativement par la peur pour être conduit affirmativement par l'attrait de la vie. La peur de la mort joue donc un rôle très différent dans les deux cas. Chez Montaigne, c'est un affect pénible à effacer. Pour Spinoza, c'est un motif déshonorant à remplacer par son opposé. Quoi qu'il en soit, le différend de Spinoza et de Cicéron était un antagonisme intérieur à la philosophie. Nous pénétrons sur un autre territoire avec une pensée de Pascal sur notre sujet, je cite, « Les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés pour se rendre heureux de n'y point penser. » Spinoza soutient que le sage ne pense à rien moins qu'à la mort. Pascal observe que les hommes voudraient ne point penser à la mort, ce qui nous conduit à nous demander si ne pas penser à la mort signifie la même chose chez les deux penseurs. Une différence est déjà donnée par le titre que porte la remarque de Pascal, « divertissement ». Mais puisque le problème porte sur ce que penser signifie, le fond du problème est touché par Tolstoï dans La mort d'Ivan Ilitch. Au moment où Ivan Ilitch voyait qu'il mourait. Je cite, « Cet exemple de syllogisme qu'il avait appris dans le manuel de logique de Kiesewetter, Caius est un homme, les hommes sont mortels, donc Caius est mortel, ce raisonnement lui paraissait exact s'il s'agissait de Caius, mais non pas de sa propre personne. C'était Caius, un homme en général, et il devait mourir. Et lui
n'est pas Caius, il n'est pas un homme en général, il est à part, tout à fait à part des autres êtres. Il est Evania, avec sa maman et son papa, avec sa bonne, avec le cocher. Ce que nous dit Tolstoï, littéralement, c'est qu'Ivan Ilitch voyait qu'il mourait, mais en même temps, il ne pouvait pas penser qu'il était mortel. En ce sens, dans les termes de Pascal, non seulement les hommes se sont avisés de ne pas penser à la mort, mais ils y parviennent parfaitement et tout naturellement. Et inversement, le sage de Spinoza, qui ne pense à rien moins qu'à la mort, a au moins ce minimum démocratique de sagesse qu'il sait qu'il est mortel. On pourrait objecter qu'avec l'alternative entre la position de Cicéron et celle de Spinoza, nous avons abandonné notre sujet des questions de vie ou de mort. On se trouve devant une question de vie ou de mort quand on se décide si le risque de mort se réalisera ou si vaincra la vie. Et le personnage de Tolstoï nous reconduit au personnage de Dostoïevski. L'idiot de Dostoïevski, tel qu'il est évoqué par Deleuze, rappelle irrésistiblement deux autres épisodes classiques. Le premier se trouve dans le banquet de Platon. C'est le portrait de Socrate à l'expédition de Potidée, puis à la défaite de Délion, d'après le récit d'Alcibiade. Nous y voyons d'abord Socrate en méditation à Potidée. Voici ce qu'a accompli et supporté cet homme énergique un jour là-bas en campagne. Ayant concentré ses pensées dès l'aurore sur quelques problèmes, planté tout droit, il le considérait, et comme la solution tardait à venir, il ne renonçait pas, mais restait ainsi planté à chercher. C'était déjà midi, les hommes en faisaient la remarque, et plein d'étonnement, ils se disaient l'un à l'autre. Depuis le petit jour, Socrate est là, debout, en train de méditer quelque chose. Finalement, le soir venu, quelques-uns de ceux qui l'observaient, ayant, après leur dîner, transporté dehors, car on était alors en été leur couchage, joignaient ainsi à l'agrément de dormir au frais la possibilité de surveiller Socrate pour voir si toute la nuit il demeurerait ainsi en plan. Or, il resta planté de la sorte jusqu'à l'aurore et au lever du soleil. C'est ce que nous appellerons Socrate immobilisé par un problème. Mais voici aussi Socrate, je cite, Socrate à l'œuvre lorsqu'en déroute l'armée se retirait à Délion. C'était déjà la débandade. Lui, il marchait avec la chasse. En cette occasion, mieux encore qu'à Potidée, j'ai considéré Socrate à l'œuvre. Premièrement, il l'emportait de beaucoup pour la présence d'esprit. En second lieu, j'avais tout à fait le sentiment qu'il circulait là comme si ça avait été dans Athènes, avec la majesté d'un héros, inspectant avec tranquillité les mouvements des amis comme des ennemis, se révélant à tous, même de fort loin, comme un homme qui se défendrait vigoureusement si on s'avisait de s'y frotter. Aussi bien est-ce sans encombre qu'il s'en allait, car les gens qui montrent de telles dispositions à la guerre, on ne se frotte pas à eux. Cette fois, c'est Socrate imperturbable et inébranlable à la bataille. C'est comme si les deux épisodes sur Socrate se superposaient pour nous donner le comportement étrange du personnage de Dostoïevski. À première vue, il n'y a aucun rapport entre les questions de vie ou de mort, comme « il y a le feu, il faut que je m'en aille », et l'exercice de la pensée philosophique. Pourtant, dans l'apologie de Socrate, Socrate évoque au cours de son procès une autre conduite étrange. « Moi, donc, Athénien, je me conduirais étrangement si, à Potidée, à Délion, quand les chefs choisis par vous m'avaient assigné une place, j'étais alors demeuré à cette place, comme n'importe qui d'autre, et en courant la chance d'y être tué. Et que, en revanche, alors que c'est le Dieu qui m'a assigné une place avec l'obligation de vivre en philosophant, cette place, la peur de la mort ou de quoi que ce soit d'autre, me la fit déserter. » Puisque Socrate parle ici dans un procès où il va être condamné à mort, il n'a pas besoin de plaider pour démontrer que philosopher, comme faire la guerre, peut être une question de vie ou de mort. Mais le point capital est que selon Socrate, être inébranlable au combat et inébranlable dans la pensée sont seulement deux cas particuliers d'une même loi. Mais Dostoïevski et Deleuze ne nous parlent pas seulement de problèmes. Une question, quand elle est de vie ou de mort, suffit à produire son problème. Comment faire que le vainqueur soit la vie ? Mais précisément, selon Dostoïevski et Deleuze, il y a un problème plus profond.